Bonjour à tous. Le module 7 d'aujourd'hui est axé sur l'analyse dimensionnelle de similitudes et de modélisation. La résolution de beaucoup de problèmes en mécanique des fluides repose sur des données expérimentales. La majorité du temps, il nous faut une combinaison d'analyse théorique et d'analyse numérique des données expérimentales pour résoudre un problème. Ainsi, les ingénieurs qui travaillent sur des problèmes de mécanique des fluides sont habitués à l'approche expérimentale. Cela leur permet d'interpréter et d'utiliser les données obtenues par d'autres ingénieurs, comme celles apparaissant dans les manuels. Ils peuvent aussi réaliser des expériences directement dans leur laboratoire. Dans ce module, nous allons examiner certaines techniques de planification et de réalisation d'expériences. Nous allons aussi tenter de mieux comprendre la corrélation des données pouvant être obtenues par d'autres chercheurs. Nous allons également voir le concept de similitude. Celui-ci est souvent utilisé pour comprendre et adapter un système de grande taille à un système réduit plus facilement reproductible au laboratoire. L'analyse dimensionnelle est une technique de compactage de l'information. Elle est utilisée pour réduire la complexité des expériences tout en augmentant sa générabilité. La compression de l'information produite par l'analyse dimensionnelle s'applique aussi aux études et résultats théoriques, analytiques et numériques. Voyons les objectifs de ce module. Nous commencerons par voir ce qu'on entend par modèle. Par la suite, nous verrons le concept des nombres adimensionnels et le théorème de Buckingham, son importance, ainsi que ses applications. Enfin, nous terminerons avec les similitudes et plusieurs exemples pratiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un modèle? Les modèles sont souvent utilisés pour étudier les écoulements tridimensionnels autour d'un objet ayant une géométrie compliquée, comme un bâtiment, une automobile ou un avion. On fait cela car c'est parfois difficile de décrire le flux à l'aide d'une solution analytique ou informatique. Même si l'écoulement peut être décrit par une analyse informatique, il sera parfois nécessaire de réaliser des expériences pour valider le modèle dans les cas compliqués. Un modèle physique est une représentation matérielle simplifiée, généralement à échelle réduite, d'un objet ou d'un phénomène qui doit être étudié. Le modèle peut être utilisé pour simuler les conditions physiques impliquées dans le fonctionnement d'un prototype similaire de grandeur nature et ainsi être en mesure de tirer certaines conclusions à partir de ces tests à plus petite échelle. Il existe plusieurs types de modèles. Un modèle peut simplement être une représentation mathématique d'un phénomène, comme l'écoulement d'un fluide par exemple. Ils sont le plus souvent utilisés pour prédire le comportement d'un système physique. En ce qui concerne les modèles numériques, il y a eu une nette amélioration dans leur performance et leur précision suite à l'amélioration des capacités numériques des ordinateurs. Un modèle s'évalue par sa fiabilité de prédire de manière précise un phénomène physique. Sa fiabilité s'évalue surtout grâce à des tests et des vérifications de comparaison. Les études de modèles peuvent être utiles à des fins académiques et scientifiques. Ils peuvent permettre d'expliquer le projet à différents intervenants. Ils sont importants pour la conception et la vérification des ouvrages de construction aux dimensions réelles et permettent d'estimer les coûts et les impacts significatifs. On utilise le plus souvent les modèles mathématiques et numériques en mécanique des fluides, en hydraulique fluviale et côtière et pour le contrôle de la qualité de l'eau également. Habituellement, ces analyses utilisent différentes techniques de simplification et de modélisation selon l'expérience des modélisateurs.
Utiliser un modèle numérique adapté à un problème pratique pour une rivière ou une zone côtière est une tâche très compliquée. Les outils prédictifs impliquent inévitablement certaines hypothèses et/ou des limitations et ne doivent être appliqués que par des ingénieurs expérimentés qui ont une compréhension suffisamment grande du problème. Retenons qu'un modèle physique est toujours un outil fiable pour comprendre la physique du problème, pour comparer et valider l'utilisation d'outils numériques et pour générer des jeux de données fiables pour des développements ultérieurs. Les modèles sont très utiles pour plusieurs raisons. Ils permettent d'améliorer la compréhension des concepts en jeu. Ils permettent aussi d'effectuer des expérimentations plus poussées qui n'auraient fort probablement pas pu avoir lieu si elles avaient été faites sur le terrain. Ils nous permettent aussi d'observer certaines interactions qui pourraient être plus difficiles à prévoir. Ils sont utiles pour estimer plusieurs paramètres fondamentaux lors de la conception d'une infrastructure hydraulique, notamment la rentabilité. Et finalement, ils nous permettent d'améliorer la sécurité en anticipant les pires scénarios. Mais le travail expérimental peut être coûteux et prendre du temps. Il est donc important de minimiser la quantité des variables expérimentales à l'étude afin d'optimiser les effectifs à notre disposition. La meilleure façon de réduire le nombre de variables expérimentales est d'effectuer une analyse dimensionnelle de toutes les variables pertinentes. Bien qu'une analyse dimensionnelle ne fournisse pas une solution analytique directe à un problème, elle aide à formuler le problème, de sorte que la solution puisse être obtenue expérimentalement de la manière la plus simple possible. La première étape de l'analyse dimensionnelle consiste à connaître la dimension associée à chaque variable. Comme nous l'avons mentionné dans le module 1, chaque variable peut être définie dans le système MLT ou FLT. Ce tableau présente une liste des dimensions associées aux quantités physiques communes en mécanique des fluides. Par exemple, la dimension de la force en système MLT est de MLT-2. Pour la viscosité dynamique, mu, la dimension est m fois L-1 fois T-1, etc. Pour les variables non dimensionnelles, comme un angle, nous pouvons utiliser M0, L0, T0. Les nombres sans dimension font référence à des paramètres physiques qui n'ont pas d'unité de mesure. Ces chiffres apparaissent souvent dans les calculs utilisés par les ingénieurs. Les nombres sans dimension jouent un rôle important dans l'analyse de la dynamique des fluides et des problèmes de transfert de chaleur et de masse. Ils fournissent une méthode par laquelle des phénomènes complexes peuvent être caractérisés, souvent au moyen d'une simple comparaison numérique. Les nombres adimensionnels ont plusieurs avantages. Ils nous permettent de résoudre un problème plus facilement. Ils nous permettent de comparer différents systèmes. Ils nous disent comment le système va se comporter. Et lorsqu'un problème doit être résolu numériquement, ils nous aident à mettre à l'échelle le problème étudié. Les nombres adimensionnels représentent souvent un rapport entre deux grandeurs physiques. Dans les prochaines diapositives, nous allons voir de quelle façon nous pouvons nous servir de ces nombres pour faire des comparaisons entre deux systèmes similaires de tailles différentes. Souvenez-vous du nombre de Reynolds vu dans le module 1. Celui-ci exprime le rapport des forces d'inertie sur les forces visqueuses dans un fluide en écoulement. Ce nombre est utilisé pour quantifier l'importance des deux forces
dans un ensemble donné de conditions d'écoulement. Pour un fluide newtonien, la force visqueuse est déterminée à partir de la loi de la viscosité de Newton. Fv égale à tau fois A. C'est comme dire que c'est égal à m fois dv sur dy fois A. En conservant la propriété du fluide m, la force visqueuse a des dimensions de longueur de mu fois v sur l fois l au carré ou de mu fois v fois l, de sorte que le nombre de Reynolds devient Reynolds égale la densité fois la vitesse fois la longueur divisé par la viscosité. La longueur L dans l'équation est une dimension qui se rapporte à la limite de l'écoulement. Pour les tuyaux par exemple, cette longueur caractéristique est son diamètre. Le rapport de la force d'inertie ρ fois v au carré fois L au carré par le poids du fluide ρ fois v et g se simplifie pour devenir v au carré divisé par g fois L. Si nous prenons la racine carrée de cette expression sans dimension, on obtient le nombre de Froude. Il est défini comme la vitesse divisée par la racine carrée de g fois L. Sa valeur indique l'importance relative des effets d'inertie et de gravité sur l'écoulement d'un fluide. Par exemple, si le nombre de Froude est supérieur à 1, les effets d'inertie l'emporteront sur ceux de la gravité. Ce nombre est important dans l'étude de tout écoulement à surface libre, comme c'est le cas pour les canaux ouverts, ou l'écoulement de barrages et des versoirs. Il sera étudié plus en détail au courant du trimestre. C'est la différence de pression statique entre deux points d'un fluide qui provoque l'écoulement du fluide. Le rapport de la force causée par cette différence de pression ΔP fois A par la force d'inertie ρ v carré L carré est appelé nombre d'Euler ou coefficient de pression. La force de pression ΔP fois A peut être exprimée en termes de dimension de longueur comme ΔP fois L au carré. Et donc, le nombre d'Euler est défini comme ΔP divisé par ρ fois V au carré. Ce nombre sans dimension indique le comportement de l'écoulement lorsque les forces de pression et d'inertie sont dominantes, comme lorsqu'un liquide s'écoule dans un tuyau. Il joue également un rôle dans la cavitation d'un liquide et dans l'étude des effets de traînée et de portance produits par un fluide. Voici un résumé des trois nombres adimensionnels que nous venons de voir. Il existe plein d'autres nombres adimensionnels. Voici une liste d'exemples que vous pourriez rencontrer. Mais comment sont déterminés les nombres adimensionnels? Pour répondre à cette question, nous ferons appel au théorème des pi de Buckingham. Dans la nomenclature scientifique, les nombres adimensionnels sont souvent appelés pi ou nombres pi. Nous allons voir un procédé pour dériver des nombres adimensionnels dans un système ou une situation donnée. Voyons un exemple pour illustrer comment l'analyse dimensionnelle peut nous aider à résoudre un problème. Prenons une force de traînée agissant sur un corps sphérique situé dans un écoulement à une vitesse v. Quelles sont les variables qui pourraient affecter la force dans cette situation? La force F dépend bien sûr du diamètre de la sphère, de la vitesse du courant, de la densité du fluide et de la viscosité du fluide. On peut donc dire que la force F est une relation de ces paramètres. On utilisera ce genre de notation. Pour mener l'étude, il faudrait expérimentalement changer les variables une par une en maintenant toutes les autres constantes.
Par exemple, nous pouvons tester plusieurs diamètres et effectuer les tests du même montage. De cette manière, on peut examiner l'effet du diamètre sur la force F. Généralement, il faut au moins 5 points expérimentaux pour définir une courbe. Cela veut dire que pour trouver l'effet du diamètre dans l'équation F, nous devons exécuter l'expérience pour 5 diamètres au minimum. Pour chaque diamètre différent, nous avons besoin de 5 valeurs de V, 5 valeurs de ρ, soit un total de 5 exposé en 4, c'est-à-dire 625 expériences. Bien que cela semble logique, cette approche expérimentale pour découvrir la relation entre la force et d'autres facteurs peut difficilement être mise en œuvre. Tout d'abord, les tests sont coûteux en temps et en argent. De plus, l'une des expériences doit faire varier 5 densités de fluide tout en maintenant la viscosité constante. Enfin, on n'est pas sûr de savoir comment combiner les courbes obtenues individuellement à partir de chaque ensemble de variables indépendantes. On a besoin de combiner les courbes pour générer une relation fonctionnelle entre la force, qui est une variable dépendante, et entre d'autres variables indépendantes pour l'appliquer à des problèmes similaires. Bref, faire une telle analyse serait un vrai casse-tête. Cependant, avec l'analyse dimensionnelle, on peut réduire l'équation de la force à une forme équivalente. Le coefficient de force sans dimension F divisé par ρ fois V au carré fois D au carré ne dépend que du nombre de Reynolds, qui est aussi sans dimension, soit ρ fois V fois D divisé par mu. Ce processus permet de faire des économies. Il est désormais possible d'établir la force F en exécutant l'expérience pour seulement 5 valeurs de cette variable unique, soit le nombre de Reynolds. Mais alors, on peut se poser les questions. Est-ce que cette équation est un coup de chance ou est-il possible de toujours réduire le nombre de variables grâce à une analyse dimensionnelle? Et combien de produits adimensionnels sont nécessaires pour remplacer la liste des variables? La réponse nous est donnée par le théorème de base de l'analyse dimensionnelle. Considérons une équation impliquant k variables. Celle-ci pourra être réduite à une relation impliquant k moins r produits indépendants adimensionnels. Ici, R est le nombre minimal de dimensions de référence requis pour décrire les variables. Les produits adimensionnels sont souvent appelés termes pi. C'est pour cette raison que le théorème est appelé théorème des pi de Buckingham. Le défi dans le théorème des pi de Buckingham est que toutes les variables pertinentes comprennent typiquement 3 types de variables. Des variables géométriques du système, comme la longueur d'un corps ou le diamètre d'un tuyau, des variables de propriété des fluides, comme la densité ou la viscosité, et enfin, des variables représentant des effets externes, comme la force de traînée d'un corps immergé ou la chute de pression le long d'un pipeline. La difficulté principale est de déterminer quelles variables inclure ou exclure. Essayons d'appliquer le théorème pi au problème vu précédemment de la force de traînée F agissant sur une sphère dans un fluide s'écoulant à une vitesse de v. La première étape consiste à écrire la fonction avec toutes les variables impliquées dans le problème et de compter les variables. Nous avons au total 5 variables, soit la force, le diamètre, la vitesse, la densité,
et la viscosité. La deuxième étape consiste à écrire les dimensions de chacune de ces variables. Par exemple, la force est représentée par une dimension de masse fois une longueur divisée par le carré du temps. Donc on écrit m, L, t-2. On a de cette façon L pour le diamètre, L, t-1 pour la vitesse, m, L-3 pour la densité et m, L-1, t-1 pour la viscosité. À l'étape 3, il faut trouver le nombre minimal de dimensions de référence R et déterminer le nombre de groupes pi à former. Ici, on va supposer initialement que R est égal au nombre de dimensions différentes présentes dans le tableau. Normalement, R est inférieur ou égal à 3, car nous travaillons avec le système de dimension MLT. On observe que les trois paramètres de référence sont dans le tableau, donc R est égal à 3. Le nombre de groupes pi est équivalent au nombre de variables k, il y en a 5, moins le nombre de paramètres de référence R, il y en a 3. On a donc un nombre de groupes pi de k moins R, soit 5 moins 3, donc 2. Le théorème pi garantit que pour ce problème, il y aura deux groupes sans dimension indépendants. Voyons comment les déterminer. La quatrième étape consiste à choisir trois variables d'échelle qui ne forment pas un produit pi. En général, chaque variable d'échelle sélectionnée doit être dimensionnellement indépendante des autres. Ces variables peuvent être traitées dans tous les groupes de pi. Mieux vaut alors ne pas considérer la variable cible, ici la force, comme variable d'échelle. Dans cet exemple, comme nous n'avons pas de variable avec la même dimension, on est libre de sélectionner trois variables parmi les 4 autres. Cela signifie que n'importe quelle combinaison peut être sélectionnée. Ici, nous avons choisi le diamètre, la vitesse et la densité. La cinquième étape consiste à former des groupes pi. Il suffit pour cela de multiplier les variables d'échelle choisies, soit d, v et ρ, avec chacune des deux autres variables. Remarquez ici que les variables d'échelle sont élevées à des puissances a, b et c et multipliées ensuite par la force. Pour le deuxième nombre pi, les variables d'échelle sont élevées aux puissances e, f et g et multipliées par la viscosité. Dans les deux cas, l'objectif est de trouver ces exposants afin que leur produit devienne un nombre adimensionnel. Il faudra ensuite remplacer les dimensions des paramètres de chaque groupe. Ensuite, il faut calculer les valeurs des exposants A, B, C, E, F et G de manière à ce que chacun des groupes pi soit non dimensionnel. Voyons comment résoudre ce système d'équations pour le pi 1. Pour la masse m, afin d'obtenir une dimension de m exposée en 0, nous devons nous assurer que c plus 1 soit égal à 0. Pour les dimensions de L, nous aurons que A est égal à B moins 3C plus 1 est égal à 0. Et finalement, pour la dimension T, on aura que moins B moins 2 est égal à 0. Il est possible de résoudre facilement ce système d'équations. On trouve donc que l'exposant A doit être de moins 2, B également, et C doit être de moins 1. Ainsi, en substituant ces trois valeurs dans l'équation définissant le nombre pi1, on obtient un nombre sans dimension.
Le procédé est exactement pareil pour le nombre pi2, pour lequel on trouve les exposants de E est égal à -1, F est égal à -1 et G est égal à -1 également. On peut ensuite remplacer les dimensions par les noms ou les symboles respectifs. Cela va nous permettre de définir les nombres pi pour ce problème. On obtient que pi1 est égal à f divisé par ρ fois v au carré fois d au carré et que pi2 est égal à ρ fois v fois d divisé par mu. On peut désormais transformer la relation initiale de f qui, rappelons-le, est une fonction de d, v, ρ et mu. La relation simplifiée obtenue est beaucoup plus simple à travailler grâce au nombre pi1 qui devient une fonction du nombre pi2. Les deux expressions ici sont équivalentes. Nous verrons un peu plus tard les avantages de ce processus de dérivation des nombres pi et comment appliquer cette méthode en pratique. Avant de passer aux exemples, résumons le processus systématique permettant de déterminer les nombres pi. En premier, il faut faire la liste de toutes les variables impliquées. On réécrit ensuite les variables sous forme de dimension primaire MLT et on détermine le nombre de pi adimensionnel requis, qui est K-R. On sélectionne après les R variables d'échelle et on forme les groupes pi. Pour finir, on remplace les dimensions et on calcule les exposants. Voyons un premier exemple. À faible vitesse, soit à écoulement laminaire, le débit volumique Q passant à travers un tube de petit diamètre dépend uniquement du rayon du tube R, de la viscosité du fluide et de la chute de pression par unité de longueur de tube. En utilisant le théorème pi, trouvez une relation sans dimension appropriée. Pour commencer, il faut lister toutes les variables impliquées dans le problème. Ici, il y en a 4, le débit, le rayon, la viscosité et la variation de pression par unité de longueur. Par la suite, on écrit ces variables en dimension MLT. On peut remarquer qu'il y a au moins une dimension de chaque, donc R est égal à 3. Après, on sélectionne nos 3 variables d'échelle. Dans ce cas, nous avons choisi le rayon, la viscosité et la variation de pression. Nous ne formons qu'un seul groupe pi ici, car nous avons K-R qui est 4 moins 3, soit 1. Le nombre pi est donc formé d'une combinaison des 3 variables d'échelle élevées à une puissance A, B et C, multipliées par la variable de débit Q. L'objectif est maintenant de résoudre l'équation pour les valeurs de A, B et C afin d'obtenir un nombre adimensionnel. Le système d'équations devient donc celui-ci. B plus C est égal à 0, A moins B moins 2C plus 3 est égal à 0 et moins B moins 2C moins 1 est égal à 0. Une fois résolu, on trouve que A est égal à moins 4, B est égal à 1 et C est égal à moins 1. En substituant ces exposants dans le nombre pi, on obtient un paramètre adimensionnel permettant de représenter le problème. Cela veut dire que peu importe la taille d'un autre système similaire, le nombre pi défini ici demeurera constant et nous permettra d'établir des relations entre les paramètres correspondants. Voyons un deuxième exemple. Une chute de pression ΔP donne la mesure des pertes par frottement d'un fluide lorsqu'il s'écoule dans une conduite. Déterminer comment ΔP est lié aux variables qui l'influencent, à savoir le diamètre du tuyau D, sa longueur L, la densité du fluide ρ, la viscosité μ, la vitesse V,
et le facteur de rugosité relative epsilon sur d, qui est un rapport de la taille moyenne des irrégularités de surface sur le diamètre du tuyau D. On commence par lister les paramètres. Ici, nous avons que K est égal à 7. Ensuite, en utilisant le tableau, on écrit la dimension de tous les paramètres dans le système MLT. Notez que epsilon sur D ne peut pas être une variable d'échelle car il est déjà sans dimension. De plus, on ne pourra pas sélectionner à la fois la longueur et le diamètre comme paramètres d'échelle car le diamètre et la longueur ont les mêmes dimensions, c'est-à-dire une longueur. On sélectionne donc les paramètres d'échelle, une pour au moins chaque dimension, soit M, L et T. Pour définir le nombre pi, on procède de la même manière que pour le premier exemple. On ajoute donc 3 exposants à nos 3 variables d'échelle et on multiplie le tout par une des 4 variables restantes, dans ce cas-ci, delta p. Le système d'équations à résoudre nous donne comme exposant A est égal à 0, B est moins 2 et C moins 1, ce qui nous permet d'écrire le premier nombre pi en fonction des 4 variables utilisées, soit D, ρ et V, ainsi que delta p. Le premier nombre est donc delta p divisé par ρ fois V au carré. On constate ici que même si le diamètre D fait partie de nos variables de départ, il n'est pas présent dans le nombre adimensionnel car l'exposant qui y est associé est de 0. De la même manière, on trouve les exposants D, E et H pour le nombre pi2. Ici, on a utilisé la longueur comme quatrième variable et on trouve comme exposant D égale à moins 1, E égale à 0 et H égale à 0. Le nombre adimensionnel pi2 est défini tout simplement comme L divisé par D. Pour le nombre pi3, nous allons utiliser la viscosité comme quatrième variable. Notez ici que le nombre pi obtenu est mu divisé par ρ fois V fois D. Puisqu'il s'agit d'un nombre adimensionnel, on peut prendre l'inverse de pi3 et l'utiliser comme nombre adimensionnel également. Dans ce cas particulier, on remarque qu'en inversant pi3, on obtient le nombre de Reynolds. Cette étape est bien sûr facultative. Elle nous permet juste de simplifier certaines expressions lors de la formulation. Finalement, on obtient pi4 en utilisant la même méthode. On trouve que pi4 vaut epsilon sur d. Il est à noter que nous aurions pu gagner du temps dans la résolution de ce problème et déterminer pi2 comme L divisé par d et pi4 comme epsilon divisé par d simplement en inspectant les variables. En effet, ces nombres sont un rapport sans dimension d'une longueur sur une longueur. Avec ce genre de raisonnement, nous aurions pu réduire nos calculs à 2 termes pi uniquement. On peut maintenant reformuler la relation entre les paramètres et l'exprimer sous forme de nombre pi dérivé. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment cette relation est importante dans la conception de systèmes de canalisation. Si on récapitule, nous avons vu l'analyse dimensionnelle et la méthode du théorème de Pi en utilisant des produits de puissance. Le but était de convertir une relation physique homogène en une forme sans dimension. C'est mathématiquement simple en théorie, mais certaines difficultés d'ingénierie peuvent survenir en pratique. Commençons par faire la distinction entre un prototype et un modèle. Un prototype est le phénomène qui se produit dans la nature ou dans le modèle original d'une infrastructure. C'est un échantillon sur lequel baser les conceptions futures. En revanche, un modèle
est souvent utilisé pour effectuer des études tridimensionnelles d'analyse d'écoulement. En principe, il est beaucoup plus facile de travailler sur des modèles en laboratoire et de transposer les résultats sur des prototypes à plus grande échelle en utilisant les nombres pi. Mais alors, comment appliquer les résultats des tests de laboratoire aux problèmes réels? Eh bien, en utilisant le principe de similitude. C'est très important que les modèles utilisés lors d'une étude expérimentale correspondent au comportement du prototype lorsqu'il est soumis à l'écoulement réel d'un fluide. La similitude est le processus mathématique qui va s'assurer que ce soit bien le cas. Une fois les variables sélectionnées et l'analyse dimensionnelle effectuée, l'expérimentateur cherche à obtenir une similarité entre le modèle testé et le prototype à concevoir. Cette similitude provient de la relation entre les nombres pi dont nous avons discuté jusqu'à présent. Les conditions d'écoulement pour un essai avec le modèle sont complètement similaires si tous les paramètres pertinents sans dimension ont les mêmes valeurs correspondantes pour le modèle et pour le prototype. En d'autres mots, les valeurs des nombres adimensionnels pi ne dépendent pas de la taille du modèle. Pour deux systèmes similaires, les nombres pi représentant une situation seront constants. Il existe plusieurs types de similitudes dans la littérature. On trouve notamment les similitudes géométriques, cinématiques et dynamiques. La similitude géométrique concerne la dimension de longueur L. Un modèle et un prototype sont géométriquement similaires si et seulement si toutes les dimensions du corps dans les trois coordonnées ont le même rapport d'échelle linéaire. Tous les angles et directions d'écoulement doivent être conservés. Les orientations du modèle et du prototype par rapport à l'environnement doivent aussi être identiques. Voici un exemple de similitude géométrique d'un modèle versus un prototype. La similitude cinématique exige que le modèle et le prototype aient le même rapport d'échelle de longueur et de temps. Le rapport d'échelle de vitesse sera le même pour le modèle et pour le prototype. L'écoulement des fluides doivent être similaires et différer simplement de magnitude. Cela signifie que des ratios de vitesse à des points fixés dans les deux systèmes doivent être identiques. De cette manière, le rapport de longueur Lm sur Lp pour la similitude géométrique et le rapport de temps Tp sur Tm doivent être satisfaits. Une similitude dynamique existe lorsque le modèle et le prototype ont le même rapport d'échelle de longueur, le même rapport d'échelle de temps et le même rapport d'échelle de force ou échelle de masse. Pour maintenir un modèle similaire en termes de lignes de courant autour du prototype et du modèle, il est nécessaire que les forces agissant sur les particules de fluide dans les deux cas soient proportionnelles. Les exigences en matière de similitude dynamique sont plus restrictives. Les écoulements doivent présenter à la fois une similitude géométrique et cinématique afin d'être dynamiquement similaires. Deux écoulements sont dynamiquement similaires lorsque la distribution de forces sont parallèles et sont liées en magnitude par un facteur constant à tous les points correspondants. Un cas particulier de similitude entre un modèle et un prototype survient lorsqu'on analyse un écoulement stationnaire dans un tuyau. Lors de l'utilisation d'un modèle pour un écoulement en conduite,
l'expérience a montré que les forces d'inertie et de viscosité sont importantes afin d'avoir une similitude entre le modèle et le prototype. Par conséquent, pour obtenir une similitude dynamique d'un écoulement dans une conduite, le nombre de Reynolds doit être le même pour le modèle et pour le prototype. Dans ce rapport, le diamètre du tuyau D devient la longueur caractéristique L. Pour un écoulement dans un canal ouvert, les forces causées par la tension superficielle et la compressibilité peuvent être négligées sans introduire d'erreur significative. De plus, si la longueur du canal est petite, les pertes par frottement seront négligeables et par conséquent, les effets visqueux pourront également être négligés. L'écoulement à travers un canal ouvert est principalement régi par la force d'inertie et de gravité. Par conséquent, le nombre de Froude peut être utilisé pour établir une similitude entre un prototype et son modèle. Pour ce nombre, la profondeur du fluide H dans le canal est choisie comme longueur caractéristique L. En outre, comme G est le même dans les deux cas, nous avons que le ratio de vitesse divisé par la racine carrée de la profondeur est le même pour le modèle et pour le prototype. Voyons maintenant un exemple. Étudions les caractéristiques de traînée d'un ballon de 5 mètres de diamètre et de 60 mètres de long. Si la vitesse du ballon dans l'air immobile est de 10 mètres par seconde, et si un modèle à l'échelle 1/10 doit être testé, quelle vitesse dans la soufflerie est nécessaire pour obtenir des conditions dynamiquement similaires? Supposez la même pression d'air et la même température pour le modèle et pour le prototype. Dans ce problème, il n'y a pas d'effet de surface libre. Pour associer le modèle et le prototype, le nombre de Reynolds satisfait la similitude dynamique. Nous pouvons donc établir le lien entre le nombre de Reynolds du modèle et celui du prototype. Nous savons que la vitesse du prototype est de 10 mètres par seconde. On sait également que le rapport géométrique LP sur LM est de 10. Et enfin, on sait que la viscosité de l'air est la même dans les deux cas. En manipulant l'équation obtenue à la première étape, il suffit simplement d'isoler la vitesse du modèle et de substituer les variables connues de l'énoncé. On trouve donc une vitesse de 100 mètres par seconde. Voyons un autre exemple. L'écoulement passant à travers le raccord d'un tuyau de la figure suivante doit être étudié à l'aide d'un modèle. Le tuyau réel a un diamètre de 100 mm, tandis que le modèle utilise un tuyau de 20 mm de diamètre. Le modèle est fait du même matériau et transporte le même fluide que le prototype. Si la vitesse d'écoulement à travers le prototype est estimée à 1,5 m par seconde, déterminez la vitesse requise du modèle. Une relation entre les vitesses et les diamètres peut être obtenue sachant que les forces qui dominent l'écoulement sont causées par l'inertie et la viscosité. On peut donc utiliser la similitude du nombre de Reynolds. On peut donc en déduire cette équation. Puisque le même fluide est utilisé dans les deux cas, on peut simplifier la densité ρ et la viscosité μ. On se retrouve donc avec une équation relativement simple établissant un lien entre le produit de la vitesse et le diamètre pour les deux systèmes. Pour trouver la vitesse du modèle, il suffit de remplacer les valeurs connues dans l'équation. On trouve une vitesse de 7,5 mètres par seconde. Voyons un autre exemple.
Le modèle de la voiture ci-dessous doit être construit à l'échelle 1/4. Celui-ci doit être testé à 20 degrés dans un tunnel d'eau. Déterminer la vitesse de l'eau nécessaire si la voiture réelle se déplace à 30 mètres par seconde dans l'air à cette même température. Prenez comme viscosité pour l'eau V est égal à 1 fois 10 exposé en moins 6 mètres carrés par seconde et pour l'air, V est égal à 15,1 fois 10 exposé en moins 6 mètres carrés par seconde. Ici, la viscosité crée la force prédominante. Par conséquent, la similitude dynamique doit satisfaire l'égalité du nombre de Reynolds. Dans ce cas particulier, nous connaissons la viscosité cinématique, définie comme étant la viscosité dynamique divisée par la densité. L'équation du nombre de Reynolds peut donc être simplifiée grâce à cette relation. En utilisant l'équité du nombre de Reynolds modifié, il suffit maintenant d'isoler la variable à déterminer, soit la vitesse du modèle. En substituant les paramètres connus, on obtient une vitesse de 7,95 mètres par seconde. Voyons un exemple avec un déversoir. Le déversoir de la figure suivante doit être construit de telle sorte que le débit moyen estimé sur sa crête soit de Q égale à 3000 mètres cubes par seconde. Déterminer le débit sur la crête d'un modèle construit à l'échelle 1/25e. Le poids de l'eau est la force la plus importante ici. Elle influencera le débit. La similitude du nombre de Froude doit donc être respectée. Cette égalité fournira la relation nécessaire entre les vitesses et la taille du déversoir. Nous savons que le nombre de Froude sera égal pour le modèle et pour le prototype. En remaniant un peu l'équation, on peut isoler et calculer le rapport entre les vitesses des deux systèmes. On obtient que la vitesse du modèle est 5 fois plus petite que celle du prototype. Avec le principe de continuité, nous savons que la vitesse est égale au débit multiplié par l'aire de la section. En connaissant le ratio des dimensions géométriques, soit 1 pour 25, nous sommes en mesure de trouver le ratio pour les deux débits. Maintenant, en combinant les résultats des deux dernières étapes, on trouve une expression pour le ratio des deux débits. Puisqu'on connaît le débit du prototype, il devient simple de calculer le débit correspondant pour le modèle, qui est de 0,96 mètres cubes par seconde. Voyons maintenant un exemple avec un barrage. Un modèle réduit de barrage à l'échelle 1/49e est construit afin de prédire les conditions d'écoulement d'un prototype. Si le débit que le barrage doit supporter est de 15 000 m3 par seconde, quel devra être le débit du modèle afin de reproduire les mêmes conditions? De plus, si une vitesse de 1,2 m par seconde est mesurée à un point donné dans le modèle, quelle sera la vitesse au point correspondant dans le prototype? Ici, c'est la gravité qui est responsable du flux. Par conséquent, le groupe π significatif est le nombre de Froude. Il faudra donc exprimer la relation entre le nombre de Froude du modèle et celui du prototype. Par la suite, il faudra simplement isoler le ratio des vitesses pour continuer le calcul. Encore une fois, en utilisant le principe de continuité, nous pouvons établir une équation pour calculer le ratio des débits entre les deux systèmes. Ce ratio est de Lm divisé par Lp exposant en 5 divisé par 2. Sachant que le ratio est de 1 pour 49 et que le débit du prototype est de 15 000 m3 par seconde, on peut maintenant trouver le débit du modèle
soit 0,89 mètres cubes par seconde. De la même manière, en utilisant le ratio des vitesses, on peut déterminer la vitesse dans le prototype, qui sera de 8,4 mètres par seconde. Voyons un dernier exemple pour clore ce module 7. Un écoulement d'eau autour d'une pile d'un pont est étudié à l'aide d'une maquette construite à l'échelle 1/15e. Si la rivière coule à 0,8 mètres par seconde, déterminez la vitesse correspondante de l'eau dans le modèle à la même température. L'écoulement de l'eau autour de la jetée fait en sorte que les forces d'inertie et visqueuses sont prédominantes. Nous allons donc utiliser le nombre de Reynolds. Remarquez ici que nous pouvons utiliser la viscosité cinématique ou son équivalent, soit la viscosité dynamique divisée par la densité. Cela revient au même. Comme d'habitude, on va commencer par isoler la variable recherchée, soit la vitesse du modèle. En remplaçant ce que l'on connaît, on trouve une vitesse dans le modèle de 12 mètres par seconde. Voici ce qui termine notre module d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bon travail et une belle semaine de cours.